Au dîner, papa n'a pas crié. Il ne m'a pas insulté. Il n'avait même pas l'air mal à l'aise. Il a simplement énoncé une règle que tout le monde comprenait déjà. La famille de ta sœur passe avant tout, a-t-il dit en posant sa fourchette. Toi, tu passes toujours en dernier. Ma sœur a souri, ni surprise, ni gênée, soulagée. Le silence s'est fait dans la pièce, et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi, attendant l'ancienne version de moi-même, celle qui prenait les choses avec humour, qui payait, qui arrangeait tout. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. J'ai levé les yeux, croisé le regard de papa et j'ai dit « Bon à savoir ». Parce qu'à ce moment-là, quelque chose s'est brisé. Pas mon cœur, mais ma loyauté. Après cette soirée, j'ai cessé de partager mon argent. J'ai cessé de me dépanner pour les urgences qui n'étaient pas les miennes. Alors, quand une véritable crise familiale les a finalement frappés, et qu'ils s'attendaient à ce que j'intervienne comme toujours, ce que j'ai fait ensuite a glacé toute la table. Je m'appelle Chloé, et pendant presque toute ma vie, ma famille m'a décrite d'un seul mot, forte. Ils le disaient comme un compliment. Mais en réalité, cela signifiait surtout pratique. Ma sœur Émilie était le centre de tout. Elle avait un mari, Marc, et 2 enfants. Sa vie était bruyante, compliquée et toujours frénétique. Il se passait toujours quelque chose, des frais de scolarité, des problèmes de voiture, du stress au travail, encore un plan qui tombait à l'eau. Et moi aussi. J'avais un emploi stable. Je payais mes factures à temps. Je ne demandais pas d'aide, alors tout le monde a décidé que je n'avais besoin de rien. Quand Émilie avait des difficultés, la famille se mobilisait. Ma mère, Linda, s'inquiétait bruyamment. Mon père, Robert, arrivait avec des conseils. Les conversations tournaient autour de ces problèmes comme si elles y étaient inévitablement attirées. Quand j'évoquais quelque chose de ma vie, cela remontait à la surface un instant, puis disparaissait. « Comment va le travail ?» me demandait maman. « Occupé, mais ça va », répondais-je. « C'est bien », disait-elle rapidement. « Tu sais ce qu'Émilie endure en ce moment ?» Et voilà, je suis redevenue celle qui écoute. J'ai vite remarqué ce schéma, même sans le dire. On parlait ouvertement des besoins d'Émilie. Les miens, on les supposait inexistants. Quand elle pleurait, on s'empressait de régler le problème. Quand je restais silencieuse, on en concluait que tout allait bien. Les anniversaires le révélaient clairement. Ceux d'Émilie étaient planifiés des semaines à l'avance, réservations, cadeaux, photos. Les miens étaient improvisés. Faisons quelque chose de simple, disait papa. Et simple signifiait toujours peu. Les voyages en famille suivaient la même règle. Si l'argent manquait, ma valise restait dans le placard. Tu vois, disait maman, et je le faisais. Toujours. Quand je suis partie à la fac, personne n'a pleuré quand j'ai fait mes valises. Pas de longs adieux, juste une accolade dans l'allée et mon père qui me disait « Ça va aller. Tu t'en sors toujours. » J'ai travaillé. J'ai étudié. J'ai financé mes études. Chaque réussite que j'avais renforçait discrètement l'histoire qu'il se racontait, je n'avais pas besoin d'aide parce que je n'en demandais jamais. Des années plus tard, lorsque j'ai déménagé pour le travail, la distance n'a rien changé. Les conversations étaient brèves. On me donnait des nouvelles de ma vie, puis on revenait à Émilie. Et lentement, sans que je prenne jamais le temps de m'expliquer, mon rôle est devenu permanent. J'étais le plan B, le filet de sécurité, celle qui pouvait gérer la situation. De l'argent était prélevé régulièrement sur mon compte, par petites sommes. Juste cette fois, juste pour le mois prochain, juste pour donner un coup de main. Personne ne s'en souciait, car ce n'était jamais nécessaire. Et je me disais que c'était normal. Que c'était ça, la maturité. Que l'amour, c'était donné sans compter. Mais lorsque je me suis retrouvée à table, à entendre mon père dire à voix haute que j'étais toujours la dernière servie, j'ai réalisé quelque chose d'inquiétant. Je n'avais pas simplement été placée là. J'y étais restée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si je changeais de rôle. Ce dîner était censé être ordinaire. Mon père avait suggéré ce restaurant, un endroit qu'il appréciait car il lui semblait adulte, assez calme pour discuter, assez chic pour se sentir importante. Nous étions assis dans un coin, les menus fermés, en attendant nos plats. Émilie parlait déjà des horaires de ses enfants, de sa fatigue et de la complexité de la situation professionnelle de Marc. Ma mère hocha la tête avec compassion. Mon père écoutait, sérieux et concentré. J'attendais une pause pour partager ma propre nouvelle. J'avais été promue. Une vraie promotion, plus de responsabilités, un meilleur salaire. Je n'en parlais pas souvent, mais ce soir-là, je sentais que c'était important. Quand j'en ai enfin parlé, maman a souri poliment. « Oh, comme c'est gentil, Chloé. Vraiment gentille. » Puis Émilie soupira et dit « Tu as de la chance. Au moins, tu seras débarrassée de toute cette pression. »
Papa se pencha en arrière, plia sa serviette et prononça la phrase qui remit tout en ordre. Émilie a une famille maintenant. Sa famille passe avant tout. Il ne la regarda pas en disant cela. Il me regarda. Tu passes toujours en dernier, ajouta-t-il calmement, comme s'il expliquait un emploi du temps ou un budget. Tu n'as pas besoin d'autant. Pendant une seconde, j'ai vraiment cru l'avoir mal compris. J'ai balayé la table du regard, attendant un rire, une correction, un adoucissement. Personne ne l'a fait. Un léger sourire s'est dessiné sur les lèvres d'Émilie tandis qu'elle levait son verre. Pas un sourire suffisant, juste un sourire serein, comme si elle avait déjà entendu cette vérité maintes fois, même si elle n'avait jamais été formulée aussi clairement. Maman s'est redressée sur sa chaise, sans rien dire. Mark fixate son assiette. Le silence s'est étiré, lourd et pesant. Je le sentais peser sur ma poitrine, l'impulsion familière remontant à la surface, l'instinct de faciliter les choses pour tout le monde. Dire que tout va bien. Dire que tu comprends. Ne rien dire. Au lieu de cela, je me suis surprise moi-même. J'ai hoché la tête une fois et j'ai dit « Bon à savoir ». Papa a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire quelque chose », ai-je répondu d'un ton égal. « Yota precheta franchise ». Maman a froncé les sourcils. « Chloé, ne sois pas susceptible. »« Je ne le suis pas », ai-je répondu. Et pour la première fois, c'était vrai. Le reste du dîner se déroula dans une conversation forcée. Personne n'en reparla, mais l'atmosphère était étrange, comme si une faille s'était ouverte sous la table et que chacun faisait semblant de ne rien remarquer. Au moment de partir, papa paya l'addition, comme toujours. Pas de drame, pas de confrontation. Mais sur le chemin du retour, je me répétais ces mots sans cesse. Tu es toujours la dernière. Non pas par colère, non pas par cruauté, mais par sécurité. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris quelque chose que j'avais fui toute ma vie. Ma place dans ma famille n'avait jamais été temporaire. Elle avait toujours été définitive. Et une fois qu'une chose est nommée, une fois dite à voix haute, on ne peut plus l'ignorer. Une fois garé sur le parking de mon immeuble, je n'étais plus contrarié. J'étais lucide. Je savais que si je devais toujours être la dernière, alors je devais cesser de construire ma vie autour de ceux qui attendaient de moi que j'y reste. Cette lucidité ne laissait rien transparaître. Mais elle a tout changé. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé avec un plan précis. Il n'y a pas eu de décision radicale, pas de liste scotchée sur mon frigo me disant de couper les ponts ou de poser des limites. Ce que j'ai ressenti, c'était plutôt un poids sourd et profond. L'impression que si je continuais à vivre comme avant, rien ne changerait jamais. Ni pour eux, ni pour moi. Alors j'ai commencé à faire exactement le contraire de ce que j'avais toujours fait. J'ai cessé de réagir. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un texto. Émilie est un peu débordée cette semaine. Peux-tu la contacter? J'ai lu le message, raccroché et fini mon café. Non pas par indifférence, mais parce que j'ai réalisé à quel point ma réaction habituelle était automatique. Bien sûr que je vais m'en occuper. Je vais arranger les choses. 1 heure a passé. Et puis, le monde ne s'est pas effondré non plus. Cette constatation m'a inquiété plus que les paroles de mon père au dîner. J'avais passé des années à croire que si je n'intervenais pas immédiatement, quelque chose de terrible se produirait. Mais rien ne s'est produit. Aucune urgence, aucune conséquence, juste le silence. Au cours des semaines suivantes, j'ai apporté de petits changements pratiques, discrets, de ceux que personne ne remarque jusqu'à ce qu'ils aient une importance. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires à mon nom uniquement. J'y ai transféré mon épargne. J'ai supprimé un accès partagé que je n'avais jamais remis en question auparavant. C'était étrange, presque insidieux, même s'il s'agissait de mon argent. Je m'attendais à être submergé par la culpabilité. Au lieu de cela, j'ai ressenti du soulagement. Pas de l'excitation, du soulagement. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années sans m'en rendre compte. Les demandes n'ont pas cessé immédiatement. Elles ont simplement changé. Émilie m'a envoyé un SMS tard un soir. « Salut, notre paiement a été refusé. Peux-tu nous trouver d'ici vendredi ?» Elle a ajouté un emoji rieur comme si de rien n'était. J'ai longuement dévisagé le message. Avant, j'avais déjà ouvert mon application bancaire. Cette fois-ci, j'ai tapé 3 mots et je les ai envoyés avant même d'avoir le temps d'y réfléchir. Je ne peux pas maintenant. Aucune explication, aucune excuse. Sa réponse est arrivée rapidement. Oh, d'accord. Rien de plus. Ma mère a appelé le lendemain. Tu as été un peu silencieuse ces derniers temps, dit-elle doucement. Ça va. Oui, répondis-je. Et c'est tout. Il y eut un silence, de ce qui signifiait qu'elle attendait d'autres nouvelles pour avoir un message rassurant. D'abord, pour que je puisse apaiser le malaise que mon silence avait créé. Comme rien ne venait, elle combla elle-même le vide.
Tu sais, Émilie est sous pression, ajouta-t-elle doucement. Je sais, dis-je. Et c'est tout. Je n'offris aucune solution. Je ne proposais pas d'argent. Je ne promis pas de trouver une solution. Raccrocher me parut mal, comme si j'enfreignais une règle tacite. Mais c'était aussi un sentiment d'honnêteté. Pour une fois, je n'exagérais pas. J'étais simplement là. Avec le temps, je commençais à réaliser à quel point ma vie avait été construite autour de ma disponibilité. Je gardais un emploi du temps flexible, par précaution. J'évitais les projets à long terme. J'hésitais avant d'accepter des opportunités qui pourraient m'éloigner, physiquement ou émotionnellement. Même au travail, j'étais retombé dans le même schéma. J'ai discrètement assumé des responsabilités supplémentaires, réglé les problèmes en coulisses, veillé à ce que tout se déroule sans accroc sans jamais rien demander en retour. Être fiable était devenu mon identité même, et j'étais épuisé. Un soir, seul dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et examiné mes finances, non pas pour calculer ce que je pouvais donner, mais pour voir ce que je possédais. Pour la première fois, je me suis autorisé à imaginer un avenir où je n'aurais pas à sauver qui que ce soit. Voyager, avoir la sécurité, me reposer. Cette pensée me semblait presque égoïste. Et puis j'ai réalisé à quel point cette croyance m'avait été inculquée. Que prendre soin des autres impliquait des sacrifices. Que l'amour exigeait des efforts. Être la dernière était un signe de maturité. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si être la dernière n'était pas une vertu, mais une habitude que tout le monde avait prise? Je n'ai confronté personne. Je ne me suis pas justifié. Je n'ai rien annoncé. J'ai simplement cessé de laisser de la place dans ma vie pour les urgences qui n'étaient pas les miennes. Et lentement, j'ai senti l'équilibre se modifier. Extérieurement, rien de dramatique ne s'était encore produit, mais intérieurement, quelque chose avait changé. Je n'attendais plus l'appel au même endroit. J'ai pris du recul, j'ai regardé, j'ai fait attention. Et je n'avais aucune idée du temps qu'il faudrait à ma famille pour s'en apercevoir, ni de la rapidité avec laquelle elle vérifierait mes intentions. Cette fois, l'appel est arrivé un mardi après-midi, juste au moment où je fermais mon ordinateur portable après une longue réunion. J'ai failli ne pas répondre. Non pas par colère, mais parce que j'ai reconnu le numéro et la sensation qui l'accompagnait. Cette oppression. Familière dans ma poitrine, le réflexe de me crisper avant même que le premier mot ne soit prononcé. « Chloé », a dit ma mère dès que j'ai décroché. Sa voix était tendue, urgente, maîtrisée, comme celle des gens quand tout est déjà en train de s'effondrer. « Il faut qu'on parle. » Je me suis adossé à ma chaise. « De quoi ?» Il y a eu un silence. « Trop long. Tu peux venir ce week-end » a-t-elle demandé. « C'est important. » Elle n'a pas expliqué. Elle ne le faisait jamais quand expliquer coûtait cher. « J'y réfléchirai » ai-je dit. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Avant, j'avais déjà vérifié les horaires de vol, réorganisé mon emploi du temps, demandé ce que je pouvais faire. Cette fois, j'ai laissé le silence s'installer entre nous. « D'accord » a-t-elle fini par dire. « S'il te plaît. » 2 jours plus tard, en arrivant chez mes parents, j'ai ressenti quelque chose de différent avant même d'avoir franchi le seuil. L'allée était pleine à craquer. La voiture d'Émilie était là. Celle de Marc aussi. La porte d'entrée s'est ouverte lentement, comme si la maison elle-même hésitait. À l'intérieur, le salon paraissait plus lourd que dans mon souvenir. Des piles d'enveloppes recouvraient la table basse, factures, avis, papiers avec des logos officiels et des timbres rouges qui me donnaient des sueurs froides. Personne n'était à l'aise. Papa se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Maman restait près du canapé. Émilie était assise raide, le regard fixé au sol. Marc évitait soigneusement mon regard. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Maman s'est mise à parler aussitôt, les mots jaillissant à toute vitesse. Il y a eu quelques retards, quelques décisions qui n'ont pas abouti comme prévu. C'est temporaire, a renchéri Émilie. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. On a juste besoin de temps. Papa s'est raclé la gorge. L'atmosphère s'est tendue. Ils ont tourné autour du pot, comme si aborder le problème de front risquait de le rendre concret. J'écoutais en silence, les mains jointes sur les genoux, et je remarquais cette sensation familière. La tension, la montée en puissance, l'instant juste avant qu'ils ne se tournent tous vers moi. Et puis ils l'ont fait. « Tu es dans une situation stable », a fini par dire papa. « Tu n'as pas d'enfant », a ajouté maman. « Tu peux gérer ça mieux que la plupart », a dit Émilie doucement. Voilà. La supposition déguisée en logique. L'accord tacite qu'ils avaient tous déjà conclu avant même que je franchisse la porte. J'ai senti quelque chose changer en moi. Ni colère, ni panique, mais une clarté soudaine et sereine. J'ai posé une question. Quel est le plan si je n'interviens pas? Un silence s'est abattu sur la pièce. Le visage de ma mère s'est assombri. Chloé,
Ne dis pas ça. Je suis sérieuse, ai-je dit calmement. Que se passe-t-il si je n'interviens pas? Personne n'a répondu. Émilie semblait paniquée, et non soulagée. Mon père fronça les sourcils, comme s'il tentait de résoudre un problème de maths devenu incompréhensible. Marc s'approcha dangereusement de la porte. Ce n'est pas juste, dit ma mère d'une voix douce. On est une famille, acquiesçai-je. Je sais. Et pour la première fois, savoir ne signifiait pas automatiquement se sacrifier. J'ai besoin de temps, dis-je en me levant pour assimiler la situation. Ils acquiescèrent trop vite, reconnaissant, sans doute. Ils pensaient que « temps » signifiait que je calculais ce que je pouvais donner. En m'éloignant en voiture ce soir-là, la maison se rétrécissant dans le rétroviseur, je réalisais quelque chose d'inquiétant. Ils n'avaient pas peur de tout perdre. Ils avaient peur de me perdre, moi, la solution. Et pour la première fois de ma vie, je ne me précipitais pas pour les rassurer. Je les laissais ruminer, car la suite des événements révélerait si j'étais toujours la dernière ou si j'avais finalement franchi la ligne rouge. Je ne dormis pas cette nuit-là. Allongé dans ma chambre d'enfance, fixant le plafond que je connaissais par cœur depuis des années, je ressentis un étrange mélange d'émotions. Du chagrin, de la colère, et quelque chose de plus profond, de plus stable, en dessous de tout ça. De la determination. Pas celle qui s'exprime bruyamment. Celle qui s'apaise quand on cesse enfin de se disputer avec soi-même. Pour la première fois, j'ai admis la vérité que j'avais fuie. On ne m'avait pas demandé d'aider. On attendait de moi que je sauve. Le lendemain matin, je savais que je ne pouvais pas rentrer dans cette maison comme d'habitude, les mains vides, avec pour seule ressource des messages rassurants, prête à absorber les dégâts pour que chacun puisse enfin respirer. Alors, j'ai pris 2 rendez-vous. Un chez un thérapeute, l'autre chez un avocat. J'avais besoin de clarté, pas de réconfort. Quand je suis revenu le week-end suivant, la maison était différente, plus silencieuse, plus tendue. Les factures étaient toujours là, mais maintenant soigneusement empilées, comme si seul l'ordre pouvait les rendre moins effrayantes. Mes parents étaient déjà assis à table. Émilie était assise à côté d'eux, les mains jointes sur les genoux. Marc rôdait près de la porte, comme s'il n'était pas sûr d'avoir sa place dans cette pièce où l'avenir allait se décider. Personne n'a souri quand je suis entré. Ma mère prit la parole la première, d'une voix douce, de cette tendresse que je reconnus immédiatement. « Nous sommes vraiment ravis que tu sois venu. » Je m'assis lentement et posai mon sac à mes pieds. « Parlons-en. » Mon père commença par des explications, les fluctuations du marché, le mauvais timing, les décisions prises avec optimisme et une marge d'erreur insuffisante. Il parlait comme un homme plaidant sa cause, espérant que sa confiance suffirait à l'emporter. Émilie acquiesçait, ajoutant des détails sur le stress, sur les enfants, sur le fait que rien de tout cela n'arriverait. Finalement, il n'eut plus de mots. C'est alors que ma mère se pencha en avant. « Nous avons juste besoin d'aide pour traverser cette étape, » dit-elle. Quand la situation se sera stabilisée. « À combien ?» demandai-je. La question fit mouche. Mon père hésita. Ma mère cligna des yeux. Émilie prit une profonde inspiration, puis annonça un chiffre. Elle le prononça avec précaution, comme si sa façon de parler le rendait moins important. J'acquiesçai lentement. « Et après, quel est le plan ?» Mon père fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, dis-je d'un ton égal, qu'est-ce qui change pour que cela ne se reproduise plus ?» L'atmosphère changea. « Chloé, dit ma mère d'un ton plus dur. Ce n'est pas le moment de nous interroger. » J'acquiesçai. « Alors ce n'est pas le moment de faire un chèque. » Émilie se redressa. « Nous sommes une famille. Il ne s'agit pas de projet. Il s'agit d'aider. » « Aider qui ?» demandai-je. Elle me regarda comme si la réponse était évidente. « Nous. » Je jetai un coup d'œil autour de la table. « Et qui m'aide ?» Personne ne répondit. Mon père se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Tu es dans une situation différente, dit-il. Tu es célibataire. Tu as une situation stable. Tu peux te permettre d'intervenir. » Voilà. La logique que j'avais entendue toute ma vie. Je peux me permettre d'intervenir, dis-je prudemment. Parce que j'ai passé des années à construire ma vie comme si personne ne me rattraperait si je tombais. Les yeux de ma mère s'emplirent de larmes. Nous ne savions pas que tu te sentais comme ça. Je la regardai droit dans les yeux. Le saviez-vous ? Vous pensiez simplement que cela n'avait pas d'importance. Le silence qui suivit n'était pas de la confusion. C'était un malaise. J'ai fouillé dans mon sac, en ai sorti un dossier et l'ai glissé sur la table entre nous. Mon geste était délibéré. Tous les regards se sont tournés vers moi. Voilà ce que je suis prête à faire, ai-je dit. Et comme ça. Mon père a ouvert le dossier, a parcouru la première page, puis la seconde. Sa mâchoire s'est crispée. Ma mère s'est penchée par-dessus son épaule.
Le visage d'Émilie s'est éteint. C'est terrible, a dit mon père brusquement. Oui, ai-je répondu clairement. Émilie a secoué la tête. Pourquoi des conditions? Parce que ce n'est pas un don d'urgence, ai-je expliqué. C'est une aide structurée. La voix de ma mère tremblait. Tu ne nous fais pas confiance. Je me fie aux habitudes, ai-je dit doucement. Et ces habitudes sont là depuis toujours. J'ai expliqué les conditions lentement. Vente des biens avant tout échange d'argent. Justification des dépenses. Aucun nouvel engagement financier sans preuve de viabilité. Therapy familiale obligatoire. Un accord écrit protégeant ma solvabilité, mon nom et mon avenir. Mon père a repoussé le dossier. C'est froid, a-t-il dit. C'est comme ça que les banques traitent les gens. J'ai hoché la tête une fois. Alors traitez-moi comme une banque. Parce que quand vous aviez besoin de soutien émotionnel, j'étais la famille. Quand vous aviez besoin d'argent, j'étais l'infrastructure. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Alors vous nous punissez maintenant? Je secouai la tête. J'arrête de me punir moi-même. Si vous n'aidez pas, murmura-t-elle, allons-nous tout perdre? Je soutins son regard. Si j'aide sans limite, je perds tout ce que j'ai construit. Les mots résonnèrent, lourds et indéniables. Ma mère prit ma main, puis hésita, comme si elle doutait encore d'avoir raison. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir la dernière. Je retirai doucement ma main. Mais c'est ce que tu as fait, et tu l'as dit à voix haute. Personne ne l'a contesté. Mon père fixa le dossier, la mâchoire serrée. Alors c'est ça, dit-il. Signer ou couler? Non, le corrigeai-je calmement. C'est progresser ou recommencer. Le temps s'étira. Les minutes passèrent. Mes parents chuchotaient entre eux à voix basse, paniqués. Émilie s'essuya les joues. Marc faisait les 100 pas derrière elle. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas cherché à combler le silence. J'ai attendu. Finalement, papa a levé les yeux. Il nous faut du temps. Je me suis levé et j'ai pris mon sac. Vous avez 24 heures. Emily a sursaught. C'est tout. C'est tout, ai-je dit. Je reviens demain. Soit on continue comme ça, soit on arrête tout. Arrivé à la porte, maman m'a appelé, la voix brisée. Si on dit non, tu pars. J'ai marqué une pause, la main sur la poignée. Je ne vous quitte pas, ai-je murmuré. Je vais vers moi-même. Et sur ces mots, je les ai laissés là, figés, non pas parce que je leur avais pris quoi que ce soit, mais parce que, pour la première fois, je ne m'étais pas dévoilé. Ils ont signé les papiers le lendemain après-midi, non pas avec soulagement, ni avec gratitude, mais avec la résignation silencieuse de ceux qui venaient de comprendre que les règles qui avaient guidé leur vie ne s'appliquaient plus. Il n'y a eu ni discours, ni tentative de négociation de dernière minute. Mon père relut chaque page, plus lentement cette fois, comme s'il espérait que les mots changeraient à force de les fixer. Ma mère était assise à côté de lui, les mains crispées sur ses genoux, les yeux rouges mais secs. Elle avait versé toutes ses larmes la nuit précédente. Émilie regardait le stylo glisser sur la page comme s'il inscrivait quelque chose d'indélébile dans sa vie, car c'était le cas. Une fois la dernière signature apposée, la pièce ne parut pas plus légère. Elle se sentait vulnérable. Mon père me repoussa le dossier sans lever les yeux. « Nous respecterons les conditions, dit-il d'une voix neutre. Je sais, répondis-je. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Non pas une victoire, non pas une satisfaction, mais une libération. Le poids que je portais depuis des années n'était pas transféré à quelqu'un d'autre. Il était simplement déposé. Les changements commencèrent presque immédiatement. Dès la première semaine, des dépenses autrefois négligées prirent soudain de l'importance. Des abonnements furent résiliés. Des cartes de crédit furent déchirées. Des biens furent mis en vente. Non pas symboliquement, non pas progressivement, mais concrètement. Pour la première fois, l'argent n'était plus abstrait. Il avait des limites. Émilie a vécu la période la plus difficile. Elle m'a appelé tard un soir, la voix tendue. Je ne me rendais pas compte à quel point tu me cachais quelque chose. Je sais, ai-je répondu. Elle attendait une confirmation, du réconfort, que j'adoucisse la situation. Je ne l'ai pas fait. La thérapie familiale a commencé 2 semaines plus tard. La première séance fut douloureuse, d'une manière silencieuse. Mon père parlait comme un homme, craignant de dire une bêtise. Ma mère s'excusait sans cesse, sans jamais terminer ses phrases. Émilie restait assise, raide, les bras croisés, sur la défensive, jusqu'à ce que le thérapeute pose une simple question. Que se passe-t-il quand Chloé n'intervient pas? Personne ne répondit. Ce silence en disait plus long que n'importe quelle dispute. Au fil des séances suivantes, des schémas sont apparus, des schémas qui n'avaient jamais été évoqués auparavant. Comment le fait que Chloé aille bien était devenu une excuse? Comment mon indépendance avait été confondue avec une capacité infinie?
Comment le fait d'être fiable avait peu à peu estompé mon droit à avoir des besoins. J'écoutais plus que je ne parlais, non pas parce que j'avais tout pardonné, mais parce que je n'avais plus besoin d'être entendu pour me sentir authentique. En dehors des séances, la vie a repris son cours. Marc a trouvé du travail non pas parce que les choses s'étaient soudainement améliorées, mais parce qu'il n'avait plus de filet de sécurité. Mes parents ont revu leurs exigences à la baisse avant tout le reste. Et cela, à lui seul, a transformé chaque conversation. Ils ont cessé d'appeler avec urgence, de faire des allusions, de présumer. Quand ma mère me demandait comment j'allais, elle attendait la réponse. Quand mon père me parlait, il choisissait ses mots avec soin. Et Émilie me regardait différemment maintenant. Non plus avec supériorité, non plus avec attente, mais avec incertitude. Pour la première fois, je n'étais plus le filet de sécurité silencieux tendu au-dessus de la vie de chacun. J'étais indépendante. Et même si la famille n'était pas guérie, pas entière, pas pure, elle était honnête comme jamais auparavant. Le prix de cette honnêteté était élevé, mais elle était enfin partagée. En rentrant à mon appartement, le silence était différent, ni vide, ni solitaire, mais léger. Pendant des années, le silence m'avait angoissé. Le silence signifiait que quelqu'un avait peut-être besoin de quelque chose, et que je ne répondais pas assez vite. Cela signifiait qu'un problème pouvait survenir et que je n'étais pas là pour le résoudre. Désormais, le silence était mérité. J'ai dormi une nuit complète pour la première fois depuis des mois. Mon téléphone était posé face contre table sur ma table de chevet, et lorsqu'il vibrait, ma poitrine ne se serrait plus automatiquement. Je ne me préparais plus. Je ne calculais plus le prix à payer pour être indispensable. Le travail a changé aussi. J'ai cessé de me porter volontaire pour des responsabilités supplémentaires qui n'étaient pas les miennes. Je demandais de la clarté au lieu de me laisser submerger par le chaos. Lorsque mon patron m'a remercié d'avoir pris les devants, j'ai dit « J'aimerais que cela se reflète dans mon rôle ». Ces mots nous ont surpris tous les deux, mais ils ont fait leur chemin. Je planifiais des choses sans consulter l'agenda de personne d'autre. Des voyages que j'avais repoussés pendant des années. Des week-ends rien que pour moi. Des objectifs sans plan de secours au cas où quelqu'un d'autre craquerait. Quand ma mère appelait maintenant, c'était différent. « Comment vas-tu vraiment ?» m'a-t-elle demandé un soir. Je lui ai répondu, et elle a écouté sans détourner la conversation, sans ajouter le stress d'Émilie pour contextualiser. Émilie m'envoyait des photos des enfants par SMS. Pas de commentaires sur l'argent, pas d'allusions, juste des photos. Un jour, elle a ajouté « On essaie de trouver des solutions ». Je l'ai cru. Mais le plus grand changement ne venait pas d'eux. Il venait de moi. J'ai cessé de me sentir responsable de maintenir l'illusion que tout allait bien. Je n'ai plus cherché à apaiser les tensions ni à combler le silence par des paroles rassurantes. J'ai laissé les gens assumer les conséquences de leurs choix, même quand c'était difficile à voir. J'ai compris quelque chose que j'avais mis longtemps à apprendre. Être bienveillant ne signifie pas être disponible à ses propres dépens. Être fort ne signifie pas être d'une flexibilité infinie. Et faire partie de la famille ne signifie pas se sacrifier. Un soir, assise seule avec une tasse de thé, je me suis surprise à sourire, non pas parce qu'il m'était arrivé quelque chose de bien, mais parce que rien de mal ne s'était produit. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas d'être choisie. Je m'étais déjà choisie moi-même. Et ce choix ne m'a pas diminué. Il m'a libérée. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être la dernière était un défi. Si je m'efforçais davantage, si je donnais plus, si je restais plus discrète, je pensais que quelqu'un finirait par le remarquer. J'avais tort. Être la dernière n'a jamais été une position à défendre. C'était un signal, que j'ai ignoré pendant des années, indiquant que je me trouvais dans une situation qui, peu à peu, me minait. Ce qui a changé ma vie, ce n'était ni la colère, ni la vengeance, mais la lucidité. Le moment où papa a dit à voix haute « Tu passes toujours en dernier ». Il ne m'a pas insulté. Il m'a libéré. Car une fois la vérité révélée, je n'ai plus eu à faire semblant de ne pas comprendre. Poser des limites n'a pas détruit ma famille. Cela l'a mise à nu. Cela m'a montré qui était mal à l'aise lorsque les règles changeaient, qui respectait la structure, qui ne se sentait proche de moi que lorsque j'étais utile. Et cela m'a aussi montré autre chose. Quelque chose de plus discret, mais de plus fort. Je pouvais aimer les gens sans disparaître pour eux. Je pouvais aider sans me laisser consumer. Je pouvais me détacher d'un rôle sans me perdre moi-même. Si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier, si vous avez toujours été celui ou celle qui gère tout, qui paie, qui répare, qui absorbe, qui pardonne, sachez ceci. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour protéger votre avenir. Vous n'avez pas besoin d'être choisi pour avoir de la valeur. Et vous ne devez pas votre vie à ceux qui ne vous voient que lorsqu'ils ont besoin de vous. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire ne s'exprime pas à voix haute. Elle s'exprime en silence.
Elle est définitive. Elle sonne comme ceci, bon à savoir.